Alors, Monsieur Botorel, sur la question du délestage, je rappelle que, il n'y a pas de risque de blackout. Le blackout, c'est la survenue d'un épisode qui fait effondrer l'ensemble du système énergétique. C'est pour ça qu'il y a un plan de continuité qui est préparé et qui est l'ultime recours en cas d'insuffisance d'alimentation en électricité, et que vous avez un certain nombre de mesures, notamment les délestages qui pourraient être activés en cas d'ultime difficulté, et que les délestages, c'est organisé, les gens sont prévenus, ça ne concerne qu'à moins de 5% des compteurs, donc c'est juste pour remettre les choses en perspective. S'agissant du rôle et de qui est essentiel, c'est un travail qui est actuellement mené avec la filière infrastructure numérique, qui nous ont alertés sur le problème de leurs antennes. Et nous avons effectivement pris en compte le rôle qu'ils jouent dans les dispositifs de sécurité et le fait notamment d'être le lien pour les populations avec l'extérieur. Mais en tout état de cause, nous devons aussi faire en sorte que, compte tenu du réseau d'antennes qui est situé sur le territoire, soit on repère des antennes non délestables, soit effectivement on passe par d'autres moyens. Donc le point est bien regardé en plan de continuité. Sur les voitures électriques, la question sur laquelle j'ai répondu et auquel vous mentionnez, c'est effectivement, est-ce qu'il y a lieu de développer à marche forcée des voitures électriques dès lors qu'on peut avoir un souci d'alimentation en électricité ? C'est une question de moyen-long terme, je me permets de le rappeler. Et donc, il n'est pas question de réquisition de quoi que vous ayez mentionné. En revanche, je peux d'ores et déjà vous dire que vous avez des opérateurs de recharge de voitures électriques qui ont des contrats d'effacement ou de mise à disposition de l'électricité, parce qu'ils couplent la recharge avec du stockage et qu'ils sont capables de renvoyer des gigawatts sur le réseau. Donc ce sont effectivement des dispositifs qui existent, et qu'à partir du moment où vous avez quelque part une batterie, vous avez la capacité à créer de la résilience sur le réseau. Et je suis à votre disposition pour approfondir ce point. Je pense que la pédagogie est toujours utile en matière politique. Niveau des charges dans les offices publics d'HLM, c'est un point sur lequel Olivier Klein, que vous auditionnez après, est évidemment extraordinairement mobilisé. Vous avez raison de souligner ce sujet d'augmentation des charges, et je pense qu'il vous répondra mieux que moi. Sur la question des pellets, vous êtes plusieurs à avoir signalé ce point. D'abord, pour vous rappeler que le pellet est un sous-produit de l'industrie du bois, et que l'industrie du bois est sensible au coût du gaz et de l'électricité, puisqu'il y a des procédures électriques et de chauffe. Que de ce fait, sans compter les problèmes de transport, etc., et les coûts inhérents, vous avez effectivement une augmentation très sensible des prix que nous observons. Que nous avons pris des mesures pour faciliter la production de pellets et ne pas être en situation d'impasse d'approvisionnement. Que sur les prix, la mesure qui est la plus à même de répondre à votre question, c'est le chèque énergie, puisqu'il permet de couvrir le prix des pellets, ce qui suppose effectivement d'avoir une réflexion sur une possible augmentation de ce chèque énergie, et que c'est à mettre en regard du chèque, de la mesure fuel, puisque vous avez raison de souligner qu'il serait plutôt curieux que les chaudières à fioul soient aidées avec une augmentation réelle du prix du fioul, mais pas les systèmes qui fonctionnent avec des pellets, que nous sommes bien conscients de ce sujet-là, et que j'ai alerté la Première ministre et le ministre de l'économie pour qu'on ait bien un alignement, et pour que les personnes qui se chauffent au pellet puissent avoir, je dirais de manière équitable, également un soutien qui passerait a priori par le chèque énergie. Mais voilà, je suis à votre disposition pour en discuter. On a bien matérialisé le point. Sur la sobriété, comment s'assurer que c'est durable? Cela va être cranté dans les trajectoires nationales bas carbone, et vous savez que ces trajectoires vont devenir mordantes au fil du temps, c'est-à-dire qu'à un moment, ce sera un coût pour les acteurs économiques. Donc, pourquoi mettre en place un plan sobriété? Parce que vous avez des convictions sur le réchauffement climatique, premier élément. Deuxième élément, parce que vous baissez votre facture énergétique. Troisième élément, parce que les stratégies et toute la politique que nous menons, notamment dans le cadre du paquet climat européen, vont conduire à payer pour les acteurs économiques, je ne parle pas des ménages, mais pour les acteurs économiques, un coût progressif de la tonne carbone. Et donc, c'est une incitation à éviter d'émettre du CO2.
Sur la question des tarifs réglementés, je crois que c'est Madame Battistel qui avait été repris par Monsieur Potier. Nous n'avons pas besoin d'un tarif réglementé. Je dirais techniquement, nous n'avons pas besoin d'un tarif réglementé pour mettre en place un bouclier. Donc, vous savez que le TRV Gaz a fait l'objet d'une décision de justice européenne et qu'elle est contraire à l'Europe, mais ça ne nous empêche pas de définir un système de bouclier, le cas échéant, sur le gaz. Sur la question de la fraude à l'Arenh, j'avais déjà répondu, monsieur le député Potier, pour le redire. Nous avons ouvert, j'ai demandé à la présidente de la CRE de systématiquement ouvrir des enquêtes en cas de doute. Et je rappelle que le supplément d'Arenh, le trop-plein d'Arenh, dont certains des fournisseurs bénéficieraient, doivent être payés à EDF. Et lorsque ce trop-plein dépasse 10%, ça donne lieu à une sanction financière complémentaire. Et que par ailleurs, donc, nous ouvrons cette enquête et que nous travaillons sur un renforcement des pouvoirs de la CRE pour qu'elle puisse plus rapidement intervenir, puisqu'il faut qu'elle mène l'enquête aujourd'hui, il faut qu'elle mène l'enquête jusqu'au bout, il peut y avoir un délai, et ça peut être un enjeu effectivement de sensibilité, vous avez raison de le souligner. Sur la planification écologique, la Première ministre étant chargée de cette mission, il est clair que c'est une priorité de notre gouvernement. Je ne mettais pas en cause la planification écologique, je disais juste que notre objectif était de travailler et de faire en sorte que les préfets, et notamment, se travaillent sur les énergies renouvelables, que ça doit être un objet qui sera probablement revu dans le cadre de la loi énergie-climat. On avait pensé à faire un volet planification écologique sur la loi accélération des énergies renouvelables. La difficulté, c'est que nous engageons en parallèle un débat énergie-climat qui est censé animer l'ensemble des collectivités locales et que nous revenons 6 mois plus tard avec une loi. Donc, il y a un risque de faire une première loi et de revenir dessus 6 mois plus tard. Donc, c'est un point sur lequel je suis assez d'accord. Mais ensuite, le moment et la façon de le faire est probablement l'objet de l'ASFEC, de la stratégie française énergie-climat, et effectivement d'un débat qui, de toute façon, à un moment, devra passer par le Parlement, compte tenu de la nature des textes à prendre. Ce que nous ne voulions pas, c'était d'empiler un nouveau schéma. Vous savez qu'il y a les STRADET, il y a les PPAEC, et donc qui finissent par compliquer la lecture de notre action sur le terrain. Et c'est donc, on peut travailler sur une planification réelle. Sur sur la question de la rénovation thermique et de la baisse de l'accompagnement au travers de ma prime rénov'. Pour rappeler, alors, nous avons l'ambition de poursuivre ce dispositif MaPrimeRénov'. Nous pouvons être amenés à l'améliorer. C'est une demande très claire du président de la République et de la Première ministre. Ce que nous avons constaté, premier point, c'est qu'il y a besoin d'accompagnement et de conseils. Il y a désormais 500 espaces conseils et 1800 conseillers qui sont déployés sur le terrain. C'est nouveau. Vous avez également 5000 personnes du réseau ANA et des autres réseaux accompagnent les ménages pour mettre en œuvre leur projet de rénovation thermique. Vous avez 700 000 gestes qui sont accompagnés chaque année. Ce ne sont pas tous des rénovations thermiques profondes, les 2000 rénovations thermiques profondes, mais les 700 000 gestes, une partie assez importante, permettent d'avoir des gains importants en matière de consommation énergétique. Et c'est un point qui a été encore mis en valeur par une étude récente sur la diminution des émissions de carbone liées à ce dispositif. Je pense qu'on peut encore l'améliorer. Vous avez plusieurs dispositifs. Vous avez le dispositif PrimeRénov' Sereine, qui est en gros les rénovations en profondeur. Il faut aussi travailler sur les points de blocage pour le passage à l'acte dans la rénovation. Vous savez, notamment, c'est souvent au moment des mutations que ces rénovations se font. Et vous avez également les copropriétés avec un dispositif ad hoc. Mais là encore, ce sont des dossiers plus complexes. Donc, et il faut effectivement probablement se poser la question aussi du rapport ou de la souplesse qu'on se donne par rapport aux architectes de bâtiments de France et aussi d'avoir, je dirais, des positions relativement similaires d'une opération à une autre, puisqu'on nous remonte que parfois il y a différentes positions. Sur la question de l'autoconsommation, nous avons
passer au... Alors, vous savez déjà que l'autoconsommation individuelle est exonérée du TURP. Et nous venons de passer des mesures de soutien sur l'autoconsommation au Conseil supérieur de l'énergie du 8 septembre, avec un premier point, une prime à l'investissement versée en une fois et non plus étalée sur 5 ans. Donc, c'est vraiment une incitation à investir. Un deuxième élément, c'est la prise en compte de l'inflation dans le tarif de revente au réseau. C'est ce que nous avons fait dans l'ensemble des dispositifs pour accélérer les énergies renouvelables. Et le troisième point, c'est la facilitation de l'usage de l'autoconsommation collective pour les collectivités, parce que là aussi, c'est un point qui remonte. Quand on y va tout seul, c'est finalement assez simple. Quand on y va ensemble, ça devient plus compliqué. C'est dommage parce que c'est plus puissant d'y aller ensemble. Donc, nous avons apporté cette réponse en Conseil supérieur de l'énergie. Sur la question de la rénovation encore des bâtiments et conciliation avec le patrimoine, j'y reviens. J'ai répondu en creux sur les architectes des bâtiments de France. C'est probablement une concertation qu'il faut avoir et un meilleur travail pour savoir ce qu'on peut s'autoriser à faire versus ce qui est plus difficile. Sur la filière bois, comment les accompagner, c'est tout l'enjeu notamment de la RE 2020 qui laisse une place importante au bois et du comité stratégique de filière qui prévoit un certain nombre de mesures d'accompagnement, y compris soutenues au travers de France Relance. Sur la sortie du marché électrique européen, je le redis, ce que nous proposons, c'est une réforme du marché électrique européen. Ce n'est pas une sortie. Je rappelle que les solidarités que nous utilisons aujourd'hui pour permettre à la France d'importer 20 jours par an ces 2 dernières années, probablement plus de jours l'année prochaine, elle repose aussi sur le fait que nous sommes collectivement dans le marché de l'électricité européen. Sur la question des aides pour... Ah, j'ai sauté une paille. Attends. Sur la question de la prolongation du bouclier tarifaire et des 12 millions de personnes en situation précaire, de précarité énergétique, ce n'est pas forcément situation de précarité économique. 2 choses. La première chose, c'est de renforcer les accompagnements pour les personnes qui sont dans des passoires thermiques et de faire en sorte de les accompagner, y compris sur tout le parcours client, c'est-à-dire le montage de dossier. On sait que c'est un point de difficulté. Je rappelais le financement des associations qui accompagnent les personnes en situation de précarité énergétique dans leur projet de rénovation thermique. Ça peut paraître très théorique. Néanmoins, si on arrive à aboutir les prêts d'honneur ou les prêts à taux zéro, les soutiens à hauteur de 90% du coût des opérations, l'accompagnement technique et le fait d'avoir des artisans dûment recommandés pour mener l'opération à son terme, on arrive à des résultats qui fonctionnent. Mais c'est évidemment plus complexe qu'un simple geste dans une habitation. Et évidemment, nous allons faire en sorte que le bouclier tarifaire soit renforcé pour les personnes en situation les plus précaires de manière générale. Sur les passoires thermiques, il n'y a pas assez de moyens, dites-vous. Moi, je vous réponds qu'aujourd'hui, tous les carnets de commandes sont remplis et que mon sujet est moins les moyens financiers que la réalité d'avoir des professionnels sur le terrain capables de mener ces opérations avec 2 questionnements. Le premier questionnement, comment amener les jeunes vers ces métiers-là? Parce que nous avons des CFA qui ne sont pas toujours remplis. Et donc, une vraie question autour de l'attractivité des métiers. Et une question qui, en plus, n'est pas forcément liée au niveau de rémunération. Parce que vous avez sur des opérations des niveaux de rémunération qui ne sont pas du tout collés au SMIC, comme on pourrait se l'imaginer. C'est d'ailleurs souvent le cas d'un certain nombre de métiers d'artisanat où vous avez parce que la rareté fait le prix, vous avez des rémunérations qui peuvent être plus conséquentes, donc des métiers intéressants qui répondent qui ont du sens, je dirais, au regard du combat du réchauffement climatique, donc qui théoriquement devraient attirer les jeunes. Et aujourd'hui, on a un écart entre personnes formées et besoin de formation. Sur l'audit du dispositif du parc, effectivement, EDF... Alors, cet audit a été fait. Il n'a pas été fait par les personnes d'EDF, il a été fait par une équipe extérieure de professionnels à la fois du nucléaire, mais également de la conduite de projets complexes et d'ingénierie. Il a établi un diagnostic de l'organisation de la performance opérationnelle des arrêts de tranche du parc nucléaire. Il montre une marge de progression significative pour l'entreprise en matière de performance opérationnelle qui pourrait nous faire gagner
quelques semaines sur les arrêts. C'est pour ça que c'est important, sur les opérations de maintenance. Et donc, ça fera partie évidemment des premières tâches du futur dirigeant d'EDF, de notamment embarquer les recommandations de cet audit, même si nous savons, enfin nous en avons parlé avec EDF, qu'il est largement embarqué aujourd'hui. J'ai demandé à l'entreprise d'en publier les principales recommandations parce que je sais qu'il y a une attente et que c'est important en termes de confiance, on parlait de confiance sur le nucléaire, d'avoir aussi cette transparence sur la performance opérationnelle d'EDF. Ça me permet de répondre à l'autre question sur les réacteurs nucléaires. Moi, mon point de référence, c'est la publication par EDF de l'ouverture et du redémarrage et des arrêts de centrales. Je le rappelle, la loi prévoit que tous les démarrages et les arrêts de capacité de production doivent être communiqués en temps réel sur un reporting qui s'appelle REMIT et qui est accessible à vous tous. Vous l'avez retrouvé notamment sur RTE. Et clairement, j'enjoins EDF à faire la plus grande transparence sur ce reporting et à nous permettre d'en faire un outil de pilotage, puisqu'effectivement, c'est sur cette base-là que l'on peut rassurer les acteurs économiques sur le disponible de productibles nucléaires pour l'hiver prochain. Et vous savez que EDF a non seulement ce reporting transparent, mais également des éléments sur les aléas qui peuvent intervenir et que c'est sur cette base de reporting complet, moi et Léa, qu'il communique sur un dimensionnement de productibles nucléaires pour cet hiver. Sur les dispositifs pour les entreprises saisonnières, que cela est joliment dit, donc je pense que vous faites référence aux remontées mécaniques. Je sais qu'Olivier Crégoire est à pied d'œuvre pour travailler avec cette filière, puisqu'effectivement, elle a des difficultés particulières. Je sais également qu'il y a des mesures qui sont prises de ralentissement des infrastructures. Par principe, je me mets de côté, même si ça fait maintenant 4 ans que j'ai écouté cette industrie, je me mets de côté de toutes les discussions avec cette industrie dont j'ai opéré un des principaux acteurs pendant 6 ans. Sur la question des infrastructures gazières ou de biogaz qui pourraient être développées en Savoie, peut-être une précision. Très clairement, et je ferai le lien ensuite avec MidCat, très clairement, nous nous sommes ouverts à l'examen de toute infrastructure qui sont de nature à faciliter la décarbonation de notre industrie et à renforcer notre résilience énergétique. Donc, c'est principalement notre point d'entrée. Donc ensuite, sur le projet au cas particulier, il faut l'investiguer et l'instruire. Et donc, même approche pour MidCat. Pour MidCat, qui est donc cette infrastructure gazière qui est un projet qui relierait l'Espagne à la France pour passer plus de gaz, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que compte tenu, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, des temps d'instruction, d'autorisation et de construction des projets en France, il est illusoire de dire qu'une telle infrastructure pourrait se mettre en place dans les 24 mois qui viennent. Je le redis, si on fait un projet d'éolienne en 7 ans, il est assez peu probable de faire une infrastructure gazière dimensionnante en 2 mois. Du coup, cette infrastructure n'est pas malheureusement un élément de résilience dans la crise ukrainienne ou la crise énergétique auquel nous faisons face. Si maintenant nous prenons une perspective plus lointaine, c'est de se dire est-ce qu'on construit une infrastructure gazière qui aurait vocation à sortir en 2030 ? Là, ça pose un problème clair, c'est qu'on investit dans une infrastructure fossile au moment où on organise la décarbonation de notre système énergétique. Donc, il y a effectivement une incohérence. Si maintenant il s'agit de faire une infrastructure pour l'hydrogène, alors discutons d'une infrastructure pour l'hydrogène. Et le président de la République a été clair. En fait, l'infrastructure qui est probablement la plus de nature à faciliter le déploiement d'un réseau hydrogène en Europe entre la France et l'Espagne serait une interconnexion électrique complémentaire ou le renforcement des interconnexions électriques existantes, puisqu'elle fournirait sur la base d'une énergie verte l'ensemble des électrolyseurs européens. Or, c'est ça la valeur ajoutée que peut fournir l'Espagne. C'est un point que j'ai discuté avec Teresa Ribera et sur lequel je précise qu'elle était d'accord vendredi, c'est-à-dire de se réunir sur les éléments suivants. Point 1, faire la cartographie des infrastructures capables de venir en appui du plan de solidarité et de résilience de l'hiver prochain et regarder ce qui est le plus facilement activable. Deuxième élément, faire le plan pour l'hydrogène et regarder ce qui effectivement nécessiterait d'être construit.
Troisièmement, discuter des rentes de congestion, puisque l'Espagne a le sentiment de mettre à disposition de l'électricité à bas prix qui, aujourd'hui, profiterait aux Français. Et nous n'avons pas ce sentiment-là, donc nous sommes prêts à payer les rentes de congestion dans un délai, sur 6 ou 8 mois, en contrepartie d'avoir un approvisionnement réel en électricité. Et quatrième point, c'est un point de convergence de soutenir un modèle ibérique pour le plafonnement du prix du gaz au niveau européen.